Ça y est, me voilà enfin sur la route. Pris par ma première voiture en autostop, je m'éloigne de plus en plus de Nouméa et progresse en direction de l'étape du jour, Thio. Thio est une petite ville minière qui est une zone presque exclusivement kanak, comme toute la côte est de la Calédonie. Cette zone est au moment où j'arrive sous haute tension, car 2 militants kanaks qui bloquaient un pont ont été abattus il y a 3 semaines. L'un est mort, l'autre est dans un état grave. En représailles, les mines ont été attaquées. Je repense alors aux mises en garde de mon entourage à Nouméa, pour qui mon projet de tour en stop était complètement inconscient. On t'a tous dit que c'était une mauvaise idée, tout le monde te le dit, et t'as... T'es un grand malade, mec. Moi je te le conseille pas, Qu'est-ce que je risque, tu penses? faire tabasser la gueule. Le blanc il est pas bienvenu du tout. Et on te retrouvera en petits morceaux. Pour que vous compreniez mieux mon projet, faut que je vous en dise un peu plus sur moi, je crois. Avant d'arriver en Calédonie, j'ai travaillé 6 ans en tant qu'analyste pour des ONG dans des pays en développement ou en crise comme le Sénégal, l'Irak ou l'Afghanistan. À vrai dire, je n'ai fait que ça et je n'ai jamais travaillé en France. Je ne suis donc pas étranger aux zones de tension et je ne suis ni un suicidaire, ni un naïf. J'essaie toujours de rester le plus objectif possible en tentant de comprendre l'histoire du pays, les acteurs, les dynamiques, les zones de tension et de calme. Je sais où je vais et ce qu'il ne faut pas faire. Pour ce voyage, par exemple, j'ai évalué les risques, j'ai pris des contacts, passé des coups de fil, et j'ai des plans de repli au cas où. Mais très franchement, alors que la voiture commence à s'enfoncer dans la chaîne centrale et que les impressionnants barrages indépendantistes apparaissent, je me demande si j'ai pris une bonne décision. Alors que nous avançons, un premier checkpoint d'indépendantistes apparaît au loin. Ils sont en possession d'un pick-up de l'usine minière volé et l'un d'eux a une arme. Je prends mon courage à deux mains et demande à la voiture qui m'a pris un stop de s'arrêter. Au culot, je me pointe devant le petit groupe d'indépendantistes, mon sac sur l'épaule, et leur explique mon projet de voyage. Sans aucune suspicion, ils m'invitent dans leur cabane et la discussion s'engage. J'arrive à les convaincre de faire une petite interview, ma première du voyage. Donc du coup là on est dans un campement, enfin un checkpoint, un QG sur la route. C'est quoi l'objectif T'étais pour le marché dessus, tout ça. C'était pour le machin dégel. contre le dégel? Voilà, c'était pour le dégel, après voilà, là, les KT. Voilà, Faut stopper aussi la colonisation. voilà. Parce que du coup elle continue. Oui, oui. Fatigué de lui là, Macron, de l'état colonial français. Fatigué de lui. Et vous avez l'impression que la lutte, c'est la seule manière de faire avancer les choses? Oui. C'est la seule manière. Quand on regarde bien, c'est la seule manière de faire avancer les choses. On veut plus de l'état français, attends l'état. Ça se passe comment avec les forces de l'ordre, avec la police, l'armerie? Des moments, voilà. On les laisse pas trop se reposer. Ah oui. Il y a des moments, ils sont énervés, nous on est énervés aussi. Ok. Est-ce que vous êtes pensez que la lutte elle va aboutir? Est-ce que vous avez bon espoir, bon moral ou est-ce que parfois c'est difficile? Déterminé. Avec gérer les politiques à nous. Est-ce que vous leur faites confiance un peu ou des fois Ah, je sais pas. Ah, pas, je sais pas. Déjà depuis le début. Depuis le début, ils sont contre nous. Tu vois, là, avec les nouveaux matchs qui viennent de élire, mais là, je pense. avec Christian Théin? Voilà, mais là, je pense qu'il va revenir aussi, celui-là. Ok. Merci les gars. Bon, ce fut pas la meilleure interview de l'histoire, mais elle a le mérite d'exister. Mais j'ai surtout réalisé avec cette interview que les gens sont en fait plutôt contents de parler et que ça ne sera pas le plus difficile. J'ai ensuite repris ma route avec une autre voiture pour arriver sur le fameux pont qui marque l'entrée dans le village. Il est jonché de restes de grenades de désencerclement. Dans le village, l'ambiance est lugubre, il n'y a personne et tout est fermé. En continuant ma route vers le camping où je dois dormir, je rencontre un professeur métropolitain qui achève de me faire comprendre la gravité de la situation. Alors depuis 4 mois, la vallée est fermée. On est complètement isolé
parce qu'il y a des barrages sur la route. Les camions-citernes, les plateaux, les bus ne fonctionnent pas. Et du coup, aucun approvisionnement sérieux arrive. On vivote, on a de plus en plus de forces de l'ordre qui ont sécurisé le centre du village, mais qui pour moi servent à protéger peut-être la gendarmerie, mais c'est tout. Ils ne sortent pas du village, et on va dire 90% de la vallée est hors contrôle gendarmerie. Je reprends ma route et arrive enfin au camping. Bonjour. Tenu par un couple, ils m'accueillent avec surprise mais avec une grande bienveillance. Quand j'arrive, la gérante est en pleine cuisine. Elle prépare des plats pour un repas de communion qui aura lieu demain. Je lui propose alors mon aide. Bon alors tu penses quoi de ma technique de manioc, d'épluchage de manioc là? Ben pour un débutant, ça va. Il y a pire, il y a mieux? Il y a mieux, hein. Hey. Je suis pas recruté encore quoi. Non. Bah tu vois, nous on m'a dit que si j'allais à tuer, j'allais me faire découper. Mais c'est moi qui découpe le manioc en fait. Une discussion se noue et ils acceptent de réaliser une petite interview avec moi. Le camping, il existe depuis avant les derniers événements, en 84. Donc du coup, ça fait 42 ans. Et nous, on vient de reprendre, ça fait 2 ans pile poil. Ok. Et là, depuis mai, c'est comment Il n'y a plus personne qui vient, c'est normal, on les comprend. Vous êtes angoissé, vous êtes pas du tout, ou fataliste Vas-y, viens. Si, c'est difficile, quoi, mais après, voilà. Faut essayer de vivre avec, quoi. Dans les années 80, c'était pareil ou c'était un peu différent ou... Ah non, c'était différent, oui. Parce qu'il n'y avait pas les grands saccages comme il y a eu, là. Non, parce que avec le mot d'ordre qui a été donné, c'est que blocage et tout, mais sans saccager, parce que ça, c'est à nous. Un jour, on aura notre indépendance, ce sera à nous. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous l'indépendance? Important pour nous, parce que on sait très bien, on sait que nous, on a été colonisés. Mais eux, en face, ils savent très bien aussi. Au fond d'eux-mêmes, ils le savent très bien, mais ils ne veulent pas admettre. Donc, du coup, nous, on réclame notre droit, c'est normal. On est chez nous. Mais donc, du coup, même si économiquement, c'est difficile, on ne pourra pas s'arrêter sur ça, quoi. Non. D'ailleurs, les jeunes, eux aussi, s'ils sont comme ça maintenant aujourd'hui sur la route, c'est parce qu'eux aussi, ils en ont marre. Nos enfants, nos petits-enfants sont là-bas parce que le nickel, ça y est, ils ont grandi dedans avec les grands-parents, les parents maintenant, et maintenant ils sont parents. Leurs enfants grandissent dans la même chose, mais on ne voit pas d'évolution chez nous. Quand vous arrivez chez nous, vous pensez qu'il y a une mine chez nous, parce que vous avez entendu parler. Mais quand vous arrivez dans notre village, c'est beau notre village, avec le nickel qu'on a au-dessus de nos têtes. Par rapport à la fois Blue Paris, Bouraille, Nouméa, c'est comment? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? bah, ça pourrait être mieux. Voilà. C'est ce que nos jeunes réclament maintenant. Ils ont profité de cette occasion-là pour baboum. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Vous avez commencé à tourner. Est-ce que vous pensez que l'indépendance est assez proche? Ou est-ce qu'on se dirige vers des blocages Déjà, pour l'indépendance, moi je veux vraiment l'avoir. Mais la France ne va pas nous lâcher comme ça aussi. Pourquoi? Pourquoi d'après toi? C'est vous l'interview. Les montagnes. Les montagnes sont trop riches. La lutte est indispensable et puis parce qu'on veut montrer que c'est chez nous. On veut dire que... Et puis non, on peut. On peut. Okay. On peut gérer notre pays. Je retiens de cette interview 2 choses. Premièrement, le ressenti des inégalités économiques nourrit un sentiment d'injustice qui déclenche un mécanisme de rejet et alimente le sentiment indépendantiste. Néanmoins, le moteur principal reste la conscience d'être un peuple différent du peuple français. Quand elle dit qu'ils ont été colonisés, qu'ils sont chez eux, on perçoit le sentiment d'altérité, le fait d'être un peuple distinct au-delà du problème des inégalités. La plupart des Kanaks sont indépendantistes tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas français, et le seul pouvoir légitime à leurs yeux serait un système politique gouvernant au nom du peuple kanak. Plus tard dans la soirée, ils m'inviteront dans leur famille. Accueilli comme un roi, je passerai toute la soirée avec eux. Ils sont tous indépendantistes et le drapeau kanak est omniprésent. Ce petit moment convivial me permet surtout de vous montrer que le mouvement indépendantiste n'est pas un courant isolé, minoritaire, un groupe de radicaux déconnectés. C'est un mouvement en fusion complète avec la population kanak, qui sont 80% à le soutenir. Enfants, ados, vieux, parents,
Le mouvement indépendantiste irrigue tout le peuple kanak dans un même désir, l'indépendance et la décolonisation. C'est un mouvement politique de masse qui doit être traité comme tel. Trop souvent, les loyalistes ou les représentants de l'État nient le caractère politique des troubles actuels en réduisant les émeutes à de la délinquance organisée par des criminels drogués ou alcoolisés. Oui, il y a eu de la violence, mais c'est bien un sujet politique et il faudra un jour ou l'autre mettre ce sujet sur la table pour en discuter. La nuit fut bonne. Néanmoins, je me suis levé tôt car la route que je dois maintenant prendre pour relier ma prochaine destination constitue une aventure en elle-même. De bonne qualité dans le fond de la vallée, la route grimpe progressivement en un col jusqu'au moment où elle atteint une dense forêt. Ensuite, la route n'est plus goudronnée et fait seulement la largeur d'une seule voiture. Sans aucune couverture téléphonique, elle a mauvaise réputation. La route est également extrêmement peu fréquentée, et j'attendrai plus de 3 heures dans l'espoir qu'une voiture passe mais sans aucun résultat. Un jeune agriculteur finit par m'aider et m'avancera jusqu'à la fin de la partie carrossable de la route. Il ne veut pas s'aventurer plus loin. Je vais devoir finir les 10 km à pied. Cerise sur le gâteau, un barrage indépendantiste se trouve au début de la route et interdit l'accès aux forces de l'ordre. S'il y a un problème, je serai tout seul. Pendant que je marche, je crois qu'il est temps que je vous présente ma prochaine destination, la commune de Kanala. Kanala est un bastion des indépendantistes depuis les années 1970. Elle est surtout connue pour être la commune de naissance de Eloi Machoro, l'un des grands leaders indépendantistes tué en 1985 par le GIGN. Appelé parfois le Che Guevara kanak, c'est une figure extrêmement clivante. Héros pour les uns, terroriste et criminel pour les autres. Il fut le grand organisateur de la mobilisation indépendantiste de terrain en organisant blocages, barrages, occupations et sabotages. Encore perdu dans mes pensées, je finis par sortir de la petite route et arrive sur les hauteurs de Kanala. L'administration coloniale avait un temps hésité à implanter la capitale de l'archipel ici, qui se serait appelée Napoléonville. Je rejoins Dorothée, qui m'hébergera, une connaissance des gérants du camping de Thio. J'arrive à l'heure du repas et je suis invité à partager le rassemblement familial du dimanche. Pic. Non, pour moi. La discussion glisse inévitablement sur l'actualité et la politique. Je demande alors à Dorothée de m'amener sur la tombe de Machoro qui est enterrée à quelques centaines de mètres de là, dans sa tribu, qui l'a vu naître. Avec une grande gentillesse, elle m'y amène. Eloi Machoro est mort en janvier 1985, alors qu'il était avec une trentaine de combattants armés encerclés par le GIGN dans une ferme. La version officielle affirme que des sommations ont été faites pour qu'il se rende. Ses compagnons affirment le contraire. L'histoire de Machoro nous pose 2 questions importantes. Pourquoi est-ce que des gens basculent dans la violence? Et est-ce que la violence est légitime? Machoro n'a pas basculé dans l'action radicale du jour au lendemain. Cela intervient après 14 ans de militantisme pacifique n'ayant donné aucun résultat. Sourds aux revendications des Kanaks, les loyalistes et l'État ont longtemps bloqué toute réforme. Oui, les mêmes droits leur avaient été accordés, mais l'histoire, la culture, les langues kanak restaient complètement inexistantes à l'école, dans l'administration, dans la société. Et aucune action de rééquilibrage des immenses inégalités économiques n'avait eu lieu. Le problème pour nous, c'est qu'il y a une situation coloniale à l'heure actuelle, une situation coloniale qui profite à une certaine partie de la population, à la bourgeoisie. Et cette bourgeoisie a fait en sorte, par les partis politiques, par leur fric, a fait en sorte qu'il y ait une barrière entre les Kanaks et les non-Kanaks. Si bien que la situation des Kanaks n'a jamais évolué. Et à l'heure actuelle, si nous sommes sur le terrain, c'est pour justement faire en sorte que cette situation change. En 1978, 3 à 4 000 descendants de colons possédaient 400 000 hectares de terre, alors que les dizaines de milliers de Kanaks de la même île avaient en tout et pour tout moins de 180 000 hectares. Autre exemple, à l'école, à la même date, seulement 100 Kanaks avaient obtenu le bac dans toute l'histoire de l'archipel, et moins de 10 avaient fait des études supérieures. On dit toujours que la violence n'est pas une solution, qu'elle ne résout rien. En vivant dans plusieurs pays en guerre depuis des années, je réfléchis à ces questions depuis longtemps. Je crois que cela est faux. Les révolutionnaires français ont-ils eu tort de se soulever contre l'absolutisme royal? Les résistants français ont-ils eu tort de s'opposer par la violence aux occupants allemands? Je crois que la vraie question n'est pas pourquoi la violence est-elle condamnable, mais quand est-ce que la violence est légitime. Devant une impasse et un partenaire qui refuse toutes vos revendications légitimes, on peut comprendre, je crois, que certaines personnes basculent. C'est ce qu'a fait Machoro et l'histoire jugera. On nous a toujours prêché ici l'amour, la fraternité et puis tout le reste.
Mais c'est pour que nous, Kanak, on reste tranquille, faut qu'on ne bouge pas. Faut qu'on respecte la légalité républicaine. Mais pendant qu'on respecte la légalité républicaine, on continue à nous exploiter, on continue à nous enfoncer. Mais maintenant, j'aimerais vous retourner la question. Si après 14 ans de militantisme, vous n'aviez toujours rien obtenu, et que vos semblables étaient tout en bas de la société dans une situation injuste et inacceptable, resteriez-vous calme ou seriez-vous tenté par des actions un peu plus dures, un peu plus radicales? Très honnêtement, qu'est-ce que vous feriez? Son action la plus emblématique est l'occupation armée de Thio en 1984. Cette occupation ne s'est pas faite dans la douceur, mais Machoro n'a fait que désarmer les loyalistes locaux et occuper le village, la gendarmerie, les propriétés des Européens. Dans d'autres pays du monde, la même situation a donné lieu à des massacres. Rien qu'en Algérie, par exemple, les indépendantistes du FLN ont en 1957 tué 315 habitants d'un village de Kabylie qui ne les soutenait pas. Machoro, lui, s'est efforcé de marcher sur une fine ligne de crête entre rapport de force radicale et guérilla armée. Il reste néanmoins responsable, directement ou indirectement, de 2 morts. C'était quoi sa stratégie globale en 84 à Thio ou un peu en général? Qu'est-ce qu'il cherchait à faire sur le terrain? Ben voilà, comme je le disais tout à l'heure, il voulait prendre possession de toutes les communes qui ont été dirigées par des maires non indépendantistes. Possession de Thio, et c'est pour ça qu'il a voulu aller sur la foi pour prendre possession de la foi. Non, Pourquoi il avait cette stratégie? Donc de quand même être sur le terrain et de pas juste faire une manifestation, mais pas non plus dans la violence Parce qu'il voulait une indépendance avec tout le monde. Toutes les ethnies qui étaient sur le territoire, c'était ça son but, c'était de vivre ensemble. L'indépendance. Il ne voulait pas chasser les gens, en fait. C'était les désarmés, mais qui restent chez eux, désarmés. Mais il ne voulait pas que les gens s'entretuent, en fait. Il ne voulait pas tuer aussi. C'était pas son but de tuer les gens. Et c'était quoi la réaction en face du... Ben, ils n'ont pas compris son message, quoi. C'est ça qu'ils ont fait, ils voulaient juste l'éliminer pour qu'il n'y a pas de leader. Parce que pour eux, lui, c'était un criminel, des terroristes, assassin, mais en fait, avec avoir tout ça, il n'a jamais tué personne. Je termine ensuite la soirée au coin du feu avec le reste de la famille de Dorothée. Comme une idée, quoi. La Ligue ne doit cesser votre leader ou combattant. De lutter. Donc ça continue? Jusqu'à la liberté, l'indépendance. Contre la colonisation.